C'est l'heure de Parlons Gouvernance de ce mercredi 14 février 2023. Mesdames et messieurs, on connaît depuis ce 12 février le président de l'Assemblée nationale, 9e législature. Parlons Gouvernance de ce jour s'intéresse donc à la fonction de la deuxième personnalité du pays. Qui est-il? Quels sont ses rapports avec les autres institutions de la République? C'est la thématique à aborder dans cette émission. Agapite Napoléon Maforican, bonjour. Bonjour Cyr, bonjour à tous nos téléspectateurs sur les différentes plateformes. Voilà, de façon générale, le président de l'Assemblée nationale, qui est-il? Le président de l'Assemblée nationale, c'est la deuxième personnalité de l'État, vous l'avez dit. Il préside donc l'Assemblée nationale. Donc sa première fonction, c'est de présider l'Assemblée nationale. Et dans cette tâche, il est assisté d'un bureau. Ça, c'est important de le dire. On l'avait déjà répété une fois. Article 42 de la Constitution précise bien que l'Assemblée nationale est dirigée par un président assisté d'un bureau. Donc, c'est important qu'il ait la personnalité qui dirige l'Assemblée et autour de lui, il a maintenant les autres membres qui l'assistent. Alors, quelle concrètement sa mission? Il fait quoi? Le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, comme je le dis, il dirige l'Assemblée nationale. Donc, diriger l'Assemblée nationale veut dire quoi? Diriger l'Assemblée nationale, c'est qu'il représente déjà l'Assemblée nationale dans la vie politique nationale ou internationale. C'est lui qui porte la voix de l'Assemblée nationale. Il dirige les débats à l'interne, donc les plénières, les séances plénières. Il préside les réunions du bureau de l'Assemblée nationale. Il a la police des débats, donc c'est lui qui dirige, c'est lui qui prononce l'ouverture des séances, leur suspension, c'est lui qui donne la parole, c'est lui qui retire la parole, c'est lui qui apprécie la gestion des motions au regard des dispositions du règlement intérieur. Le président de l'Assemblée nationale a également la fonction d'assurer l'intérim du président de la République en cas de vacances, disons, au regard des dispositions de l'article 50 alinéa 1er et de notre Constitution. Donc, il y a une condition particulière dans laquelle le président de l'Assemblée nationale peut être appelé à assurer l'intérim du président de la République. Il donne également son avis. Le président de l'Assemblée nationale est consulté par le chef de l'État, dont il a un pouvoir d'avis consultatif au président de la République, notamment sur la nomination des personnalités comme le président de la Cour constitutionnelle, le président de la le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour suprême et le grand chancelier de l'Ordre national du Bénin, le président de la Cour suprême, le président de la Cour des comptes. Là, c'est à voir, puis c'est une nouvelle disposition. Est-ce qu'il n'est pas consulté aussi dans le cas des nominations des ministres du gouvernement? Non, ça, ce n'est pas le président qui est consulté, là, c'est le bureau. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a le président lui-même qui a des fonctions particulières qui lui sont attachées. Ça, c'est son pouvoir régalien, mais le pouvoir dont lui-même dispose. Et donc, ce dont je parle là, c'est les consultations, ça, c'est lui, par rapport au président des institutions dont j'ai parlé, c'est lui qui a consulté directement. Par contre, il y a des cas, notamment pour le gouvernement, où c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui est consulté. Donc, il est obligé donc de réunir le bureau. Alors, est-ce qu'il y a une fonction particulière que vous n'avez pas citée parmi tout ce que vous avez cité tout à l'heure? Non, en fait, comme je l'ai dit, comme il préside l'Assemblée, donc c'est à l'interne, tout ce qui concerne la vie de l'Assemblée, il nomme le secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale, il est le responsable des services administratifs. Qui assure, le secrétaire général administratif assure le fonctionnement des services administratifs et le responsable des services administratifs de l'Assemblée nationale, mais sous l'autorité du président. Donc il est aussi le chef de l'administration parlementaire, c'est lui, mais dont la fonction est exercée par le secrétaire général administratif, qui est son bras technique dans la gestion du personnel, dans la gestion des travaux, dans la gestion des plénières, dans la gestion. Donc, le secrétaire général administratif, c'est un peu le manager technique, c'est le bras opérationnel de l'activité parlementaire sous l'autorité du président. Il est ordonnateur naturellement du budget. De l'Assemblée nationale. Et là, ses fonctions exercées par le questeur qui, lui, est le responsable du personnel. Donc, sous l'autorité du président, le questeur est le responsable des services internes. Donc, confection du budget et tout autre. Le président de l'Assemblée nationale, après consultation de la conférence des présidents, nomme le secrétaire général administratif, je l'ai déjà dit, qui, sous son autorité, contrôle et dirige tous les services administratifs de l'Assemblée nationale. Il le relève dans les mêmes conditions. Voilà, et je pense que dans le cadre de l'assistance du bureau au président, tel que prévu à l'article 82 de la Constitution, celui-ci peut déléguer certaines de ses compétences à ses vice-présidents. Et on a vu, Adrien le dit,
délégué les compétences de gestion du budget, de l'ordonnancement, budget. l'ordonnateur du budget, il a délégué au vice-président Bruno Amoussou sur la législature 91-95. Elle a délégué au vice-président Sakalafia sur la législature 99-2003. Dans le bureau qu'il préside, est-ce qu'il a une fonction qu'il exerce sur ses autres membres? Il est le patron du bureau. Il dirige le bureau. C'est le patron. Donc, avant, on dit, bon, le bureau de tel membre, un président. Non, ici, l'Assemblée nationale est dirigée par un président assisté d'un bureau. Donc, il le dirige. Il est le patron. Il est le président. Il est le président. Et les deux vice-présidents l'accompagnent dans ce travail. Et c'est ce qui, dans l'ordre, le supplé. Et les questeurs assurent la gestion interne sous son autorité. Le secrétaire parlementaire, c'est un peu la mémoire. C'est la gestion, c'est un peu les rapporteurs, un peu de l'Assemblée nationale, mais le travail est fait par le personnel administratif, mais sous l'autorité des secrétaires parlementaires. Et dans la gestion des débats, ce n'est pas le personnel administratif qui parle, c'est le secrétaire parlementaire qui assiste le président dans la direction des travaux et qui, l'un ou l'autre, l'assiste dans la prise de parole, dans les noms, gère un certain nombre de situations qui relèvent carrément donc des secrétaires parlementaires, on pourrait revenir là-dessus. Voilà. Donc, il est le président, il assure l'autorité, aussi bien sur le bureau que sur la conférence des présidents. La conférence des présidents étant composée des membres du bureau, donc des 7 membres du bureau, des 5 membres des commissions techniques permanentes et des membres des présidents des groupes parlementaires. Quand vous regardez donc les 5 présidents des commissions techniques, les 3 présidents des groupes parlementaires, ça fait 8, plus les 7 membres du bureau, ça doit faire 15 personnes qui vont constituer la conférence des présidents de la législature. Alors, vous avez abordé cette question-là déjà. Est-ce qu'il exerce un poids au sein de la conférence des présidents? C'est le président, il préside. C'est dans les mêmes conditions que le bureau, il fait la même chose, il dirige les travaux. Donc, à partir du moment-là, il est le numéro 1, les autres l'assistent toujours. Et par exemple, la conférence des présidents ne prend pas de décision exécutoire. La conférence des présidents donne des avis et le bureau exécute. Donc, tout ça, c'est sous l'autorité du président. Donc, c'est pour vous dire que l'autorité première, c'est lui. C'est le président de l'Assemblée nationale. Voilà. Alors, on dit qu'il est la deuxième personnalité de l'État. Est-ce que c'est constitutionnel quand on le dit ainsi? Oui, puisque l'Assemblée nationale est la deuxième institution. Donc, c'est la deuxième personne. Dans l'autre protocolaire, oui, c'est la deuxième personnalité de l'État. On peut le dire ainsi? Oui, absolument. Dans l'autre protocolaire, oui. Puisque le vice-président n'exerce pas une fonction exécutive directe. Donc, le vice-président est, disons, une précaution en cas de vacances. Du coup, elle exerce les fonctions de grand chancelier de l'ordre national du Bénin, qui n'est pas dans l'autre protocolaire, qui est totalement plus bas. Alors, comment doit se comporter un président de l'Assemblée nationale dans un parlement avec ses autres collègues et députés? Il doit être à leur disposition. Le pouvoir est service, dit-on. Donc, il doit être à leur disposition. Le chef, c'est lui. On va laisser la tête et porter le chapeau aux genoux, dit-on. Il est le chef, il est le président. Il reçoit les honneurs dus à son rang lors des ouvertures des sessions parlementaires. Il reçoit les personnalités en audience. Il est il rencontre de ses activités à la plénière qui peut voter son budget ou pas. Et lors des débats sur le vote du budget, qui est un moment sensible, exactement comme lors du débat sur le budget général de l'État, lorsque vous suivez les débats sur le vote des rapports d'activité du président de l'Assemblée nationale, lorsque vous suivez le Parlement dans les débats concernant le vote, les débats sur son rapport d'activité, vous comprendrez, vous pouvez prendre le pouls de cette Assemblée-là, les relations qui existent entre le président et ses collègues. C'est lors des études des rapports d'activité qu'on remarque ça. Parce que c'est là que les gens ont le temps, ont la latitude de se prononcer sur sa gestion, de dire ce qui ne va pas, de s'extérioriser. Sinon, dans la gestion quotidienne, eux, ils viennent au plénière, ils s'en vont. C'est le président qui gère tout le reste. Donc, ils vont en plénière, ils vont en commission, mais ne se mêlent pas des détails de la vie de l'Assemblée. Ils reçoivent les informations qu'on leur donne, mais lorsque le président doit faire passer son rapport d'activité, alors là, et ça passe 2 fois l'année. C'est un rapport semestriel, donc 2 fois l'année. C'est un exercice qui n'est pas facile. Et quand vous passez, beaucoup de présidents disent ouf, parce qu'on a eu des moments difficiles. Agapit Napoléon Mafoikan, quel doit être le rapport entre le président de l'Assemblée nationale et le président de la République? Autant entre le gouvernement et l'Assemblée nationale,
Et la Constitution a précisé la sphère des relations. J'ai toujours l'habitude de dire que l'Assemblée nationale est l'institution complémentaire de l'exécutif du gouvernement. L'Assemblée lui donne la main à travers les lois. Sans les lois, le gouvernement ne peut pas avancer. Prenons la loi des finances. La loi des finances, c'est le budget de l'État. Et c'est important que le budget soit voté. Le non-vote du budget crée une situation conflictuelle, délicate. On passe du deuxième provisoire pour aller aux ordonnances, parfois selon les conditions. C'est des situations d'exception. Donc, le Parlement et le gouvernement doivent travailler ensemble, quels que soient les rapports de force en présence. Donc, le rapport entre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale doit être des rapports complémentaires, des rapports de respect mutuel, en sachant que le chef de l'État est la première personnalité de l'État, est le garant du fonctionnement régulier des institutions de la République, mais que le chef d'État ne va pas considérer le président de l'Assemblée nationale comme son collaborateur. On a connu sous la première législature des rapports très tumultueux entre le président Adrien Mbedji et le chef de l'État, le président de Soglo. Tout simplement parce que Adrien Mbedji n'était pas son candidat. Adrien Mbedji a été élu par défaut, disons par rébellion, de son propre camp, qui ont préféré voter Mbedji que de voter le feu Joseph Antillon. Et donc, l'avènement de Mbedji n'a pas plu du tout au président Soglo et à son établissement, qui n'ont pas favorisé, facilité du tout la tâche au président Adrien Mbedji. Ça a été 4 années de tension continue, de tension systématique. Entre les deux. Donc, c'est pour dire que quand c'est comme ça, il y a une frénésie terrible. Il y a tel que les rapports conflictuels entre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale, ces rapports descendent plus bas entre les députés et le gouvernement. Et le chef d'État, M. Soglo, n'est jamais allé faire le discours sur l'état de la nation, parce qu'il considère l'Assemblée comme un lieu hostile. Un lieu de rébellion. Un lieu de rébellion. Et en 93, il a tenté de reprendre la main du chef de Soglo en créant un groupe parlementaire, en faisant créer un groupe parlementaire, le Renouveau. Un groupe parlementaire, le Renouveau, dont la mission systématique était de destituer le président de l'Assemblée nationale. Et ça a amené Adrien Mbedji à faire un discours qui reste encore dans les mémoires. C'était le 29 octobre 1993, je pense, au moment où c'était la rentrée parlementaire. Et Adrien Mbedji n'a pas caché ses sentiments. C'est un discours en règle contre les pratiques de pouvoir et de ses députés à l'Assemblée nationale. Ça, c'était en 1993. Les rapports tumultueux entre le président de l'Assemblée nationale et le chef de l'État se sont joués également sur la désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Parce que le bureau de l'Assemblée nationale désigne. Alors, le président Soglo n'a pas de majorité au bureau. Ses amis, ses alliés, qui ne sont pas ceux du président de l'Assemblée nationale, ont poussé jusqu'à dénier au bureau ce droit, en disant que ça doit être validé par la plénière. Ça a dû aller à la Cour constitutionnelle qui a tranché. Donc il y a eu des moments comme ça, très durs, très difficiles entre les deux. Je pense que dans l'histoire dans notre histoire contemporaine, et d'après la conférence nationale, c'est là que les rapports entre les deux ont été les plus durs, les plus difficiles. Plus serrés. C'est sur toute la législature 91-95. Quel est son rapport avec les autres institutions de la République? Des rapports horizontal, puisque normalement, en dehors du président de la République, les autres institutions viennent après le président de l'Assemblée nationale, mais il n'a pas pouvoir sur eux, ils n'ont pas pouvoir sur lui. Donc ils sont décalés. Dans l'histoire de l'Assemblée nationale, qui, selon vous, le président de l'Assemblée nationale, qui a été le plus politique? Bruno Amousou. Parce que Bruno Amousou, c'est le plus politique. Il a d'une habileté politique terrible. Ça, c'est vrai. Je pense que c'est le plus politique. Voilà. Et le plus charismatique? Le plus charismatique pour moi, c'est Adrien Mbedji. Je pense que c'est Adrien Mbedji, sans dénier aux autres tous les talents, toutes les qualités. Adrien Mbedji fut un élégant président de l'Assemblée nationale. Il a exercé la fonction 3 fois. Un homme de grande culture. Il y a quelque chose en lui, politiquement, qui retient l'attention dans la gestion. Très cultivé, très, disons, prévenant, comme on peut le dire. Mais il a un réparti aussi rapide et vif quand il a envie d'en découdre. Oui, un peu d'humour, pas comme Bruno Amousou, qui est beaucoup plus subtil, plus politique, plus taquin. Vous savez, Vlavonou, on ne l'a pas découvert réellement. Parce que son premier mandat, la première législature, la législature 2002, la 8e, ne s'est pas découverte. Parce qu'il y a eu les années Covid,
Et on n'a pas vu, on n'a pas vu, disons, le président, il a dirigé, il a fait le job. Donc je ne peux pas, je me refuse toujours lui à le classer dans ses... Mais donc mon travail, c'est plutôt à partir de Adrien Ngouedji et à finir à Adrien Ngouedji, en passant par Benoît Moussou, Idi Kolawale. Idi Kolawale qui fut plutôt l'intellect, c'est plutôt le technocrate. Quand on me demande le technocrate, c'est lui, c'est Idi Kolawale. Badio Kofi Lago, c'était le professeur. Parfois, on a l'impression d'être dans l'amphithéâtre. Pour moi, c'est celui qui a le moins impacté la fonction. Oui, Kofi Lago, c'est peut-être l'intellectuel. Je le mets différemment du technocrate. Lorsque vous prenez Badago, il est plus proche du politique que du technocrate. Je n'ai pas parlé de Monseigneur de Souza, qui fut président de la conférence nationale. Exactement, mais qui est sorti de la conférence nationale avec le statut du président du Haut Conseil de la République, qui était à la fois Parlement de transition et Cour constitutionnelle de transition. Donc en 91, lorsqu'on a installé la première législature de l'Assemblée nationale, il a perdu cette fonction de président de l'Assemblée nationale. Donc il n'a pas été réellement président de l'Assemblée. Mais sa photo est au Parlement, comme président du Parlement de transition. Voilà. Alors, Agapit Napoléon Africain, juste une dernière question. De la première mandature à la 8e, quelques anecdotes à partager avec nous? Oui, je vais commencer par en parler un peu. Brièvement. Comment Adrien Ngouedji a voulu être éjecté. Il a su retourner rapidement un peu la situation à son profit. C'est un peu un félin. Dans l'animosité, il sait être redoutable. Pas peut-être aussi très subtil politiquement comme Benoît Moussou. Mais Benoît Moussou, lui, la stratégie, c'est la nuit. C'est la nuit. C'est la nuit. Et je pense que, comme les Roger Sogou, la RB l'a fait, la RB croyait pouvoir le tenir. La première infidélité qu'il lui a faite, c'est de soutenir Kérékou en 1996 contre Sogou. Et ils ne lui ont pas fait que ce cadeau. Ils lui ont fait savoir pour le reste de la législature. L'anecdote, c'est lorsque la Cour constitutionnelle fait des formulations à l'Assemblée nationale qui se met en rébellion contre la Cour constitutionnelle. Mais bon, vous savez, dans cette bataille, l'Assemblée ne peut pas s'en sortir. L'anecdote, c'est les chauffourées entre Mathurin Kofi Lago et l'opposition de l'époque avec Augustin Envoy Blanc. Il faut trouver gifler, moi, ouais, la scène, elle est encore cocasse, il y a à peine 10 ans, pour ceux qui sont encore contemporains avec les gens qui tablent, les députés qui tablent, leur bureau, les tables. Pour montrer leur colère, leur mécontentement. C'est un peu ces secrétaires parlementaires qui disparaissent lorsqu'il faille aller au débat. On cherche les secrétaires parlementaires, on les trouve pas. Alors que sans secrétaire parlementaire, il n'y a pas de plénière. Il n'y a pas de débat. Bon, la Cour constitutionnelle finit par statuer sous Robert Dessous. Je pense que c'est en 2011. A demandé au Parlement de désigner d'office un secrétaire parlementaire pour continuer. Mais pendant longtemps, les secrétaires parlementaires ont bloqué. Ils disparaissent, ils s'entendent pour disparaître. Vous voyez, l'UP, elle n'est pas bête en s'octroyant les deux secrétaires parlementaires. Vous voyez, avant, qu'est-ce qu'ils font? Ils remettent les secrétaires parlementaires, un poste à l'opposition. Mais là, la stratégie de l'UP dans ce bureau-ci, en prenant les deux secrétaires parlementaires, c'est pour s'assurer qu'avec le président, l'harmonie va régner. Mais bon, c'est vrai que nous sommes dans une phase transitoire, on va voir comment les choses vont évoluer d'ici 2026. Mais quand même, il y a eu ces moments où les secrétaires parlementaires ont disparu habilement pour pouvoir empêcher le débat de se faire. Voilà, c'était votre émission, Parlons Gouvernance. On retient tout simplement que le président de l'Assemblée nationale préside les débats et représente l'Assemblée nationale. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à demain.